Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. 5e édition de la journée africaine de lutte contre la corruption. Les idées sont tombées, mais le sujet fait toujours parler. Chaque État appelé à se regarder dans la glace. Ils ont été nombreux, les acteurs de la société civile, à s'interroger sur le parcours du Bénin dans cette lutte et les défis qui s'imposent. En somme, un exercice bilan sous le chantre de la rupture ayant fait de la lutte contre l'impunité son credo. 100% Bénin, le numéro du jour pour les acquis supposés relativement à la dite lutte et les leviers à actionner au besoin pour plus de résultats. Thème en débat, lutte contre la corruption, l'expérience béninoise. Un modèle, l'instant débat, c'est tout de suite et maintenant à notre compagnie sur ce plateau, le président du FONAC, le Front des organisations nationales de lutte contre la corruption. Il n'est plus à présenter, oui, Jean-Baptiste Elias, déjà en notre compagnie. Jean-Baptiste Elias, bonjour à vous. Bonjour. Merci pour la disponibilité. Il n'y a pas de problème. Cette émission, mesdames, messieurs, se fera en co-animation à mes côtés. Mon confrère, Landry Salanon. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etonji, Jean-Baptiste Elias, bonjour. Bonjour. On vous appelle l'homme des dossiers. Votre présence sur les plateaux de télévision donne souvent de la frayeur, en tout cas aux hommes politiques. En attendant de voir ce que vous avez donc à nous dévoiler, Jean-Baptiste Elias, le 11 juillet dernier, sur le plan africain, on a célébré la journée, disons, de lutte contre la corruption, le Bénin faisant partie évidemment de cet espace. Quel est un peu le bilan qu'on peut retenir du parcours de notre pays dans cette célébration? Et cette année, quel a été le thème qui a été retenu? Merci beaucoup. Je salue les téléspectateurs qui nous écoutent en ce moment. C'est vrai, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont décidé de faire du 11 juillet de chaque année la journée africaine de lutte contre la corruption. Ceci en référence à la journée où la Convention de l'Union africaine a été signée à Maputo le 11 juillet 2003. Cette année, vous avez demandé quel est le thème. Le thème retenu cette année, nous sommes à la 5e édition bien sûr, c'est communauté économique régionale. Facteur essentiel à la mise en œuvre de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Ce thème concerne tous les 54 États membres de l'Union africaine. Nous en avons 55, certes, mais le 55e n'a pas de territoire, on va pas revenir dessus. Et les communautés économiques régionales, ça va de chaque zone. L'Afrique a été subdivisée en 5 zones. La zone dans laquelle se trouve le Bénin, c'est la zone de l'Afrique de l'Ouest. Et les communautés économiques régionales que nous avons concernent surtout l'UEMOA et la CEDEAO. Étant donné que ces deux communautés économiques régionales font des directives, prennent des dispositions, des protocoles et autres pour permettre à ce que les États puissent travailler dans le bon sens et que la lutte contre la corruption soit une réalité. Donc, on a estimé que ces communautés régionales contribueront efficacement à la lutte contre la corruption dans les espaces concernés. En ce qui concerne les autres espaces, puisque j'ai dit qu'il y en a 5, par exemple, dans l'Afrique australe, c'est la SADC qui s'en occupe. Et pour nos amis de l'Afrique de l'Est, n'est-ce pas, il y a la communauté des États de l'Afrique de l'Est qui s'en occupe, etc. Revenons au Bénin. Pour le Bénin, vous avez demandé où en sommes-nous? C'est ça la question. Je voudrais que tous ceux qui nous écoutent en ce moment comprennent très bien que s'il y a quelque chose à dire sur le Bénin, nous allons dire la lutte contre la corruption au Bénin se fait, certes, mais le Bénin peut mieux faire. C'est comme ça que l'on pourrait apprécier la lutte contre la corruption au Bénin. Parce que il faudrait éviter les effets d'annonce. Les effets d'annonce, oh là là, il y a ceci qui se fait et tout va bien, il n'y a pas de problème. Ceux qui disent ça, que tout va bien, il n'y a pas de problème, ne rendent pas service ni aux dirigeants, ni au pays. Il faut tenir compte des chiffres pour savoir comment ça se passe. Aujourd'hui, dans le monde entier, tout le monde s'accorde à dire que l'indice de perception de la corruption que fait Transparency International est le référentiel que nous avons pour le faire. Et je vais prendre le classement du Bénin sur les 10 dernières années. Ça permettra d'avoir une idée.
Ok. Président, avant d'en arriver là, Oui. Est-ce le fait que l'option est d'éviter le maximum de bruit autour de la lutte qui se mène, que l'on a pu observer que la journée du 11 juillet est passée pratiquement sous silence? Vous avez sans doute suivi la revue de presse d'aujourd'hui. Des confrères trouvent que la société civile est même dans une ineptie qui ne s'explique pas. Ils ont dit même complice. Officiellement, il n'y a non plus d'activité. Est-ce qu'on peut comprendre pourquoi? Non, la preuve, moi je ne savais pas que la presse allait faire état de ce que vous venez de dire aujourd'hui quand j'ai accepté votre invitation, puisque vous êtes à la pointe du progrès, que vous savez que le 11 juillet de chaque année désormais, c'est la journée africaine de lutte contre la corruption. L'année dernière, vous m'avez invité sur ce plateau, nous en avons parlé. Et donc, chaque fois que la presse nous invite, nous parlerons. Nous n'avons pas d'organes de presse, nous autres, au FONAC, ni aux autres collègues de la société civile. Donc, il faut nous inviter pour que nous puissions aborder les sujets. Nous allons le faire. Si on ne nous invite pas, mais nous ne pourrons pas le faire. Après, nous sommes là aujourd'hui, nous parlerons des sujets. D'accord, on va évoluer, mais je ne voudrais pas dire que c'est une excuse. On a constaté que dans les autres pays, ça a été suivi de très près. La RDC, l'Algérie, pour ne citer que ces pays, on a constaté qu'au Bénin, il n'y a pratiquement pas eu d'activité. Comment ça s'explique? Parce que tout simplement, il y a, dans les pays que vous venez de citer, il y a aussi le Sénégal. Ouais. Il y a aussi le Togo, qui l'a fait le 12, etc. Cas, il y a d'autres pays, le Rwanda, il y a le Congo-Brazzaville, il y a le Burundi. Tous ceux-là, nous sommes en contact avec eux. Le Sénégal, ils ont fait des activités pour le 11 juillet de chaque année. Cette année, peut-être que l'année prochaine, ce serait mieux, puisque au Bénin, actuellement, on n'a plus un organe officiel national de lutte contre la corruption en dehors des organes de la société civile. Non, ne dites pas ça. On a entendu parler du haut commissaire. Le haut commissariat est créé le 23 avril 2020. Ça fait un an déjà. À ce jour, 13 juillet 2021, le haut commissariat n'est pas installé et le haut commissaire n'est pas nommé. Ça fait plus d'un an. Jean-Baptiste Elias, est-ce que c'est votre départ, la dissolution, parce qu'on rappelle hein, que l'autorité nationale de lutte contre la corruption a été donc, en tout cas dissoute. On a créé désormais un haut commissariat. On vous voyait beaucoup, en tout cas, c'est vous qui faisiez bouger beaucoup plus sur les dossiers de corruption au Bénin, en tout cas, du moins en parler, j'allais dire. Est-ce que c'est votre départ qui semble créer ce silence selon vous? Ah, je ne saurais le dire. Moi, j'ai fait 2 mandats à l'autorité nationale de lutte contre la corruption comme le prévoit la loi. J'ai fini mes 2 mandats et j'ai écrit au chef de l'État pour dire « Je ne suis plus éligible ». Le chef de l'État m'a envoyé une lettre pour demander de passer service au ministre d'État Pascal Irénée Koupaki, qui va assurer l'intérim jusqu'à ce que d'autres personnes soient nommées. Je m'en tiens à cela. J'ai passé service au ministre d'État Pascal Irénée Koupaki et depuis, j'attends. Moi, je n'ai plus rien à dire là-dedans parce qu'il appartient au chef de l'État de nommer le haut commissaire à la prévention de la corruption pour le Bénin. C'est vrai que le chef de l'État a beaucoup de choses à faire. Il ne l'a pas encore fait. Peut-être qu'il va le faire dans les prochains jours. Elias, quand vous dites que le chef de l'État a beaucoup à faire, vous en souriez vous-même, quand on voit un homme aussi engagé, on peut toujours s'interroger. Le problème ne serait-il pas au niveau de vous, acteurs de la société civile? Question peut-être, et c'est une question de probité, de crédibilité. Peut-être un désert de compétences à ce niveau qui fait que les choses tardent. Non, selon la loi du 23 avril 2020 qui crée le Haut Commissariat à la prévention de la corruption au Bénin, c'est le chef de l'État qui va nommer le Haut Commissaire. Est-ce qu'il y en a encore le profil parfait? Ah oui. C'est la question autour. Oh, oui, bien sûr, le profil existe au Bénin, puisque c'est dit que ou c'est un magistrat, ou c'est un inspecteur des impôts, ou c'est un administrateur, ou c'est un administrateur civil, ou c'est un spécialiste des finances, etc., etc. La loi a prévu les catégories dans lesquelles le chef de l'État va nommer le haut commissaire à la prévention de la corruption au Bénin. Et nous avons des cadres. Vous n'avez pas oublié, le chef de l'État l'a dit. Oui, les diplômes, mais les diplômes ont monté leur limite, parlant d'hommes probes. Est-ce que le problème n'est pas à ce niveau? Il appartient au chef de l'État de nommer, puisque c'est ce que la loi dit. Donc c'est lui qui nommera.
peut-être que s'il demande aux techniciens, à ses collaborateurs de lui faire des propositions, s'ils mettent encore en place d'autres critères complémentaires pour dénicher l'oiseau rare qui peut éventuellement occuper le poste de haut-commissaire à la prévention de la corruption, eh bien, les services techniques vont l'aider à prendre la décision qu'il faut pour nommer ce haut-commissaire. Alors, est-ce qu'on peut dire, hein, Landry, que c'est un moindre mal ou cette absence de fait crée quelques flottements dans la lutte? Je pense que cette absence de nomination crée quelques flottements, puisque aujourd'hui, il y a un vide qui est senti. Les autres pays n'ont pas fait exactement ce que nous faisons, mais il est bon que l'on puisse rappeler aux autorités compétentes, au chef de l'État en particulier, qu'il y a encore à ce niveau une nomination à faire qui n'est pas encore faite. J'allais renchérir la question de Joël Yetouni en disant, est-ce que c'est pas conformisme qu'on nomme, disons, un responsable, ou bien qu'on met en place un organe de lutte contre la corruption, ou bien même à l'absence de cet organe, on peut quand même le faire. On a vu par exemple, dans le premier gouvernement du second mandat, on a supprimé le conseil, j'allais dire le ministère de la Communication et de l'Information. Le chef de l'État s'est justifié, par exemple. Donc pour vous, pour enchaîner la question de Joël Yetouni, est-ce que c'est pas conformisme, mais même à l'absence de ça, on peut faire le job, comme on le dit? On doit pouvoir faire le job. Le ministre d'État a pris la relève pour assurer l'intérim. Tout le personnel chargé de faire cette lutte aux côtés des membres de l'autorité nationale de lutte contre la corruption, tout ce personnel est en place. Ce personnel travaille. Seulement, ça n'avance pas pour l'instant parce que tout simplement, on ne voit pas les éléments sortir, c'est tout. Il y a seulement à nommer, à responsabiliser quelqu'un qui pourra continuer le travail pour que les choses se fassent comme on l'aurait souhaité. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, en attendant cela, vous l'aviez annoncé, le décompte se fait au jour le jour pour le Bénin. Oui. Et ces dernières années, le tableau, comment ça se présente? Ah, voilà. Alors, je voudrais me permettre de faire le point sur 10 ans. Ça permettra à tous ceux qui nous écoutent en ce moment de comprendre la situation parce que on se lève un jour, on dit oui, tout va bien, il n'y a pas de problème, la lutte contre la corruption est au top au Bénin. Non, c'est pas encore vrai. Il ne faut jamais dire ça parce que quand on dit ça, on va endormir les autorités et ces autorités vont croire que tout va bien et ne vont plus faire l'effort nécessaire d'aller de l'avant. C'est ça. En 2011, le Bénin avait occupé la 100e place sur 176 pays évalués. En 2012, le Bénin a progressé et a occupé la 94e place. C'est bon. En 2013, le Bénin est resté statique, stationnaire et a gardé sa place de 94e sur 180. En 2014, le Bénin a fait un bond énorme en occupant la 80e place sur 180 États évalués. Ça veut dire qu'il y avait 100 États derrière nous. C'est vraiment une prouesse. En 2015, le Bénin a régressé et est revenu à la 83e place sur 180 États. En 2016, le Bénin a encore régressé et est venu à la 95e place sur 180 États. En 2017, le Bénin a fait un bond en allant à la 85e place, c'est-à-dire on a quitté 95 pour venir à 85, toujours sur 180 États. Puis, en 2018, nous sommes restés stationnaires, on est resté à 85e place sur 180. En 2019, on a encore fait un bond, on est arrivé à la 80e place sur 180, il y avait 5 États derrière nous. En 2020, hélas, nous avons perdu 3 places et nous sommes encore à 83 sur 180. Cela veut dire quoi? Sur les 10 ans, il y a ce que nous pourrons appeler une évolution en dents de scie. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas. Donc, il reste beaucoup à faire. Et dans ce dossier, j'ai toujours l'habitude de dire les États qui ont occupé la première place, la deuxième place, la troisième place, n'ont pas de dirigeants avec 2 têtes. Ces États n'ont pas de dirigeants avec 4 bras.
Il n'y a pas de dirigeant avec 4 pieds. Donc, nous pouvons le faire. Et pour le faire, 3 choses simples. 1. Nous devons continuer de sensibiliser la population. Tout le monde, où qu'on se trouve, travailleurs, à la maison, le mari doit informer son épouse. L'épouse doit informer son époux. On doit informer les enfants pour leur dire, nous avons une famille, nous avons un nom. Faisons en sorte que nous puissions respecter le bien public. Deuxième chose, nous devons tous respecter les procédures et les tests de la République. Il ne faut pas qu'on aille au travers des tests de la République. Troisième chose, enfin, nous devons nous dire, il faut que je ne prenne que ceux auxquels j'ai droit et ne pas chercher à prendre des choses auxquelles je n'ai pas droit. À partir de cet instant-là, on va évoluer, il n'y a pas de problème. Jean-Baptiste Elias, oui. En évoquant les résultats sur 10 ans par rapport au Bénin, quelle est la lecture que vous faites personnellement? Si je prends peut-être les 5 dernières années, de 2016 peut-être à 2020. En 2016, vous avez dit qu'on était 95e. On a régressé après. En tout cas, en dents de scie, on est aujourd'hui 83e, selon les chiffres que vous avez avancés. Quelle est l'analyse que vous faites? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas marché, c'est dans tous les compartiments. D'abord, au niveau du respect des tests. Vous savez, les marchés publics constituent un grand nid de corruption. Ça, tout le monde le sait dans le monde entier. Et c'est la grande partie du budget national qui va dans les marchés publics. Il y a eu des problèmes à ces niveaux-là, parce que tout le monde n'a pas respecté les tests concernant le code des marchés publics. Ensuite, il y a eu des détournements de deniers publics à certains niveaux aussi. Je ne vous apprends pas, suivez mon regard. Ensuite, il y a eu des laissés-aller au niveau d'un certain nombre de personnalités qui doivent pouvoir respecter un certain nombre de tests. Souvenez-vous que la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République de Bénin avait mis en place l'application de l'article 8 de la Convention des Nations Unies contre la corruption qui demande à chaque État de faire des agents publics l'obligation de faire leur déclaration de patrimoine. À ce niveau précis, souvenez-vous, nous en avons eu à en parler, le chef de l'État, les ministres, les députés, les institutions de la République. Il y a eu beaucoup de lenteur à ces niveaux, à tel point que le président de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption a assigné même en justice un ministre de la République sous la rupture, des députés sous la rupture, devant la Cour suprême, parce que ces autorités n'ont pas déclaré leur patrimoine comme il faut. Et quand nous sommes face à ces situations-là, comprenez bien que nous ne puissions que regresser. Mais la loi a été abrogée déjà. Mais la loi a été abrogée. Avec toutes les dispositions. Avec toutes les dispositions. Désormais, on exempte les députés de déclarer leurs biens, en tout cas, et certains fonctionnaires. Oui, oui, députés et les élus locaux, les maires et autres sont exemptés de faire leur déclaration de patrimoine. Oui, mais monsieur, vous permettez, avant d'aller un peu plus loin là-dessus. Oui, c'est oui, c'est bien pour qu'on n'oublie pas. Mais ceux-là que vous avez assignés en leur temps, qu'est-ce que ce dossier est devenu avant l'élaboration de ces tests? Le dossier se trouve au niveau de la Cour suprême. Jusqu'à présent. Vous savez, nous sommes dans un pays où il faut respecter la séparation des pouvoirs. Nous avons fait la déclaration, nous avons assigné les autorités compétentes conformément aux dispositions de la loi devant la Cour suprême. Nous n'avons plus à nous mêler de ce que la Cour suprême va faire, puisque la loi interdit à ce qu'on fasse pression sur la justice dans l'application des tests. La justice organise, prend son temps, prend sa procédure pour agir. Et nous avons fait le travail. Tout en respectant vraiment la séparation de pouvoir, oui. Pour une lutte efficace où la synergie d'action est demandée, est-ce qu'il ne faut pas revoir, sur des dossiers aussi urgents, les vitrines du pays, car vous parlez d'autorité à ce niveau, qui est des saisines contre eux, et ça met comme ça du temps. Et s'il ne faudrait pas, peut-être des ateliers, discuter avec les institutions pour qu'on sache qu'il y a des priorités pour la République. Il y a tout ça là, justement, qui
rentre dans le cadre de la perception que fait Transparency International sur chaque pays. La transparence est au courant, puisque de toute façon, le travail que nous avons fait, on ne l'a pas caché. On a fait une conférence de presse dessus pour citer les noms de ceux qu'on a signés devant la Cour suprême. Bon, mais comme on n'a pas encore de réponse jusque-là, les gens se disent, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, pour revenir sur ce dossier, je crois qu'ils n'avaient pas pour la plupart respecté le délai dans lequel ils devraient faire des déclarations. Quelles étaient les sanctions prévues par la loi? La loi prévoit que l'on doit pouvoir retirer à chacun de ces personnalités, 6 mois de salaire. Donc c'était prévu que l'on pouvait regarder leur portefeuille, comme on le dit. Mais avec l'abrogation de la loi, il y a un dispositif dans le code pénal actuel qui ne parle plus de mettre la main au portefeuille des intéressés, mais la possibilité de les poursuivre et de les mettre en prison pour les ministres. C'est ce qui est mis dans le code pénal actuellement. Alors, c'est vrai que vous avez posé l'acte il y a peu, avant qu'on en arrive à la nouvelle disposition. Comment ça va se faire? On leur applique la nouvelle disposition, bien que votre saisine ait été faite un peu plus tôt? Je ne sais pas. Il appartient à la Cour suprême, en toute indépendance et en toute liberté, de faire évoluer le dossier ou de le classer selon les dispositions de la Cour suprême. Moi, je n'ai rien à dire. Alors, la Cour suprême est totalement indépendante et elle est libre d'agir sur les dossiers qu'on lui a envoyés, et nous allons respecter les décisions de la Cour suprême. À moins peut-être qu'on invite le FONACO, en tout cas, peut-être comme témoin, peut-être à là-bas pour apporter des éléments. Oui, de toute façon, même en ayant quitté les fonctions de président de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, je suis toujours dans le domaine. Et il est arrivé déjà que la criette m'est invité en tant que sachant sur des dossiers donnés. J'ai été faire ma déposition devant la criette, c'est-à-dire le juge d'instruction, sur un certain nombre de dossiers. C'est possible encore, il n'y a pas de problème. Oui, monsieur Jean-Baptiste Elias, il faut se désoler de ce qui est arrivé finalement, qu'on ne puisse plus interpeller ces élus comme ce fut le cas par le passé. Bon, les autorités qui ont pris la décision, nous devons respecter cette décision qui a dit que, bon, les autorités là ne sont plus concernées par la déclaration de patrimoine, c'est leur droit, mais quelque part dans la loi qui abroge cette disposition-là, ils ont dit qu'il fallait que le chef de l'État prenne un décret pour citer les personnalités qui feront l'objet de poursuite. Non, pas de poursuite, qui feront l'objet de déclaration de patrimoine par la suite. Ce décret n'est jamais sorti à ce jour. Mais est-ce que c'est bien pensé que l'on en soit arrivé là? Puisqu'il est question de bâtir une république nouvelle, modèle. C'est bien ça, le credo. Oui, c'est peut-être que nos honorables députés n'ont pas mesuré la portée de ce qui est fait et qu'est-ce que ça peut avoir comme répercussion. Parce que mes sœurs et frères honorables députés m'ont dit, Elias, tu nous embêtes. Nous, là, on n'a rien à gérer. Pourquoi tu veux qu'on fasse déclaration de patrimoine? Ils vous l'ont dit sérieusement. Oh, oui, en blaguant. Nous, on n'a rien à gérer. C'est pas vrai. Je leur ai dit que c'est pas vrai. Parce que la déclaration de patrimoine les protège eux-mêmes, d'ailleurs. Et protège leur famille. Le Bénin a signé le protocole de la CEDEAO sur la lutte contre la corruption le 21 décembre 2001 à Dakar. Le Bénin a signé la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, tout comme le Bénin a signé la Convention des Nations unies contre la corruption. Ces 3 textes ont prévu que les agents publics, dont fait partie les députés, doivent, c'est un devoir, faire leur déclaration de patrimoine. Alors, s'ils ne l'ont pas fait, le pauvre petit Elias n'a rien à dire. C'est comme ça, malheureusement. Encore que les dispositions de la Constitution disent que les conventions supra ont préséance sur les lois internes. Absolument. Donc, logiquement, en ratifiant la plupart de ces textes, c'est qu'on devait avoir des dispositions à l'interne pour leur faire obligation de pouvoir déclarer. C'est pour ça que j'ai dit qu'ils ont peut-être oublié ce pan-là. Et nous, au FONAC, modestement, nous prévoyons de voir dans la mesure du possible quelles sont les dispositions à prendre pour que, désormais,
nous puissions faire à nouveau une loi sur la lutte contre la corruption au Bénin. Parce que les dispositions de la Convention des Nations Unies contre la corruption ont fait obligation à tous les États partis. Et aujourd'hui, nous avons 186 États partis à la Convention des Nations Unies contre la corruption de prendre une loi interne pour lutter contre la corruption. Nous n'en avons plus au Bénin. C'est terminé. Depuis le 29 septembre 2020, cette loi a été abrogée. Si, sur cette question, vous devez lancer un SOS acquis de droit, que le diriez-vous? Je demanderai humblement au président de la République d'abord, aux honorables députés ensuite, à tous les présidents d'institutions de la République, que humblement le FONAC et les autres organisations de la société civile souhaitent, proposent, demandent qu'on fasse un plaidoyer pour que le Bénin puisse prendre une loi de lutte contre la corruption, tout comme les autres États ont pris, en respectant les dispositions que nous avons signées et ratifiées et déposé les instruments de ratification pour les 3 tests dont je viens de parler tout à l'heure. Voilà ce que je pourrais dire humblement, en remerciant par avance le président de la République de bien vouloir faire en sorte avec son gouvernement, en remerciant par avance le président de l'Assemblée nationale de bien vouloir voir avec ses collègues députés pour que le Bénin puisse avoir une loi. Parce que quand on a fait ça, on peut venir me dire que non, toutes les dispositions de la loi 2011 sont déjà dans d'autres lois. C'est pas vrai, c'est faux. Nous avons fait le travail. Ah bon? Ah ouais, oui, nous avons fait le travail. Et je rends hommage à M. Loco Gervais qui a fait le travail avec nous. Nous avons regardé la loi 2018-13 du 2 juillet 2018 relative à la criette. Nous avons regardé le contenu de la loi 2018-16 portant code pénal. Nous avons exploré la loi 2019-11 du 25 février 2019 portant renforcement juridique et judiciaire de la gouvernance au Bénin. Nous avons pris, bien entendu, la loi 2020-09 du 23 avril 2020 qui crée le Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Puis, la loi 2020-23 du 29 septembre 2020 qui abroge la loi 2011 portant lutte contre la corruption au Bénin. Quand nous avons regardé tout ça, si vous voulez, on fera une émission sur ça. On prendra élément par élément, je vous dirai, les éléments de recul et les éléments qui sont omis et qui ne figurent nulle part et qu'on a abrogé complètement dans la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connaissent en République du Bénin. Personne aujourd'hui ne peut dire qu'on a abrogé cette loi parce que les dispositions sont déjà versées ailleurs. C'est pas vrai. Il y a des reculs. Nous avons fait le travail et nous pouvons donc en débattre et expliquer aux gens ce qui se passe. Jean-Baptiste Elias, pour peut-être expliquer aux téléspectateurs comment quantifier le mal ou j'allais dire le gain que nous perdons quand on nous déclasse ou on nous déclassifie au Bénin. Qu'est-ce que nous perdons quand on dit qu'on n'est pas un bon élève en matière de lutte contre la corruption? D'abord, nous constituons un mauvais élève au niveau de la communauté internationale. Les partenaires techniques et financiers nous regardent, mais avec leur obligation de réserve, ne disent rien à haute voix, mais parlent quand même en sourdine et parlent entre eux, parlent même en privé. Oh, qu'est-ce qui se passe pour le Bénin? Le Bénin qui était un bon élève et qui avançait est en train de reculer dans le domaine, n'est-ce pas, des tests, des éléments à mettre en place pour lutter contre la corruption. Ça ne fait pas bien, c'est tout. Mais la souveraineté de chaque État étant, on n'a pas de gendarme mondial qui viendrait dire vous n'avez pas respecté telle loi, vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça, vous faites ci, vous faites ça. Non. Tenez, puisque vous évoquez la situation, le Bénin sera évalué dans les prochaines semaines, sinon dans les prochains mois, sur la mise en œuvre de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption. 2 États, plus les Nations Unies vont arriver au Bénin pour voir comment nous faisons. Déjà en 2013, la mission était venue au Bénin pour évaluer ce que nous faisions et nous leur avons présenté la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption
Malgré ça, les évaluateurs ont trouvé que nous avons fait un effort, mais ils ont recommandé de compléter ce qui manquait dans la loi 2011-20 du 12 octobre 2011. Les tests existent, nous les avons transmis au président de la République, on a transmis au ministre des Affaires étrangères. Tous ces documents sont à leur niveau pour les propositions qui sont faites pour améliorer ce qui manquait dans la loi 2011-20. Aujourd'hui, le président en exercice, vous voulez dire? Mais bien sûr, le président en exercice a tous les documents. Nous lui avons envoyé. Le ministre des Affaires étrangères en exercice, nous lui avons envoyé, en ma qualité de président de l'autorité nationale de lutte contre la corruption, j'ai envoyé tous ces dossiers-là à ces autorités. Mais aujourd'hui, nous avons abrogé la 2011. On a quoi à leur présenter? Les gens vont arriver. Et ce ne serait pas bien. Est-ce que la criette n'est pas quand même une évolution dans cette lutte-là? La criette est bien. Je n'ai jamais manqué de le dire. D'autres pays ont fait, le Bénin a fait, mais ça ne suffit pas. La criette est là pour appliquer les tests. Si vous ne lui donnez pas les tests à appliquer, la criette ne peut pas inventer. Je vais vous donner un exemple concret encore. Tenez, dans la loi 2011-20, du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption, le délai de prescription pour les cas de corruption qualifiés de délit, ces cas-là se prescrivent 20 ans. Merci beaucoup. Vous suivez, 20 ans. Mais ça commence à compter à partir du jour où on a découvert le délit. Aujourd'hui, on a abrogé ça. Et dans le code pénal, vous trouvez seulement que la prescription de délit de corruption se fait en 6 ans. Ah bon? Oui, 6 ans. On a enlevé 14 ans dessus, mais tenez-vous bien, les 6 ans, la Cour, à partir du jour où on a commis le délit. Ça veut dire que si ce jour-là, où on a commis le délit, personne n'arrive à le détecter jusqu'à ce que ça fait 6 ans là, c'est terminé, c'est prescrit. Ça, c'est un recul. Ah ben voilà la situation. Je ne le dis pas à votre place. Aujourd'hui, quand vous prenez la Convention des Nations Unies contre la corruption, il est demandé à ce qu'on mette un délai insuffisant pour les prescriptions des délits en matière de corruption. Qui a taillé ces tests? Est-ce que c'était un projet de loi ou une proposition? Moi, je ne suis pas à l'Assemblée. Je suis incapable de vous dire comment ça s'est passé à l'Assemblée. Humblement, je n'ai jamais été député. Les députés ont leurs raisons. Non, je parlais, vous avez peut-être étudié l'avant-projet. Est-ce que c'est une proposition de loi ou un projet? Ah non, on saura peut-être l'origine. Nous, on ne nous a jamais, à aucun moment, ni au niveau du code pénal, ni au niveau du test qui crée le Haut Commissariat, ni au niveau du test qui abroge la loi 2011. Aucun de ces tests n'a fait l'objet d'une quelconque étude de notre part avant que ça ne puisse sortir. Donc nous ne savons rien de tout ça. Monsieur Jean-Baptiste Elias, oui. Ces reculs au niveau des tests, quand vous les présentez, ont été observés durant le mandat de quelqu'un qui dit qu'il faudra passer par la lutte contre l'impunité pour avoir des résultats. Oui. Est-ce que vous avez pensé peut-être à une rencontre pour exposer les cas observés dans ces choix qui peuvent être préjudiciables pour la République? Le président de la République a dit, et nous l'avons tous entendu, que, citation, rien que pour la bonne gouvernance, je suis candidat pour le second mandat. Oui. Vous avez entendu? On a entendu. La bonne gouvernance passe par là. Mais s'il est informé de ce qui se passe là, oui, dans les détails. Je sais qu'il est occupé à beaucoup de choses. Les émissions de ce genre permettent de le dire. Parce que bon, il n'a pas le temps. Si humblement il souhaite que nous puissions apporter notre modeste contribution pour expliquer les choses, aussi bien à lui qu'à ses collaborateurs, nous sommes disponibles. Tenez, j'espère que vous le savez, je suis un expert des Nations Unies pour la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. J'ai été le président du Conseil de l'Union africaine sur la lutte contre la corruption. J'ai maîtrisé les 54 États, j'ai vu et j'ai eu une somme d'expérience. Mais je suis béninois, après tout. Je peux mettre cette expérience dans la disposition du Bénin
je ne demande rien d'autre. De toute façon, j'ai l'âge qu'il faut pour ne plus postuler à quoi que ce soit. À partir de cet instant-là, je suis un expert qui mettra la petite compétence que j'ai à la disposition des autorités. Encore faut-il que l'on me demande qu'est-ce que tu penses de ceci. Nous dirons techniquement voilà ce qu'il faut faire et politiquement les autorités vont décider. Mais si c'est pas ça, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi, je ne peux rien. On se rappelle à un certain niveau quand même ces collaborations, ces ateliers récurrents avec les élus du peuple. On a l'impression que tout ceci est du passé. Pour ne pas vous demander qu'est devenu voilà, la relation entretenue entre ces institutions, surtout les acteurs de la société civile et les institutions comme l'Assemblée nationale. Oui, effectivement, nous avions fait beaucoup de rencontres, non seulement avec l'Assemblée nationale, mais également avec tous les ministères. On est passé dans tous les ministères pour sensibiliser les cadres, depuis le directeur de cabinet jusqu'au dernier chef de service, sur le contenu de la loi 2011-20, du 12 octobre 2011, pour que chacun sache à quoi s'en tenir. Donc le travail a été fait. Le travail a été fait. J'ai conduit les délégations dans tous les ministères de ce pays. Au cours de la rupture, ce n'est pas avant. Avant, on a fait, et pendant la rupture, nous sommes passés dans tous les ministères pour expliquer au cadre de ministère le contenu de la loi et pourquoi il faut respecter la loi et ne pas tomber dans les travers de la loi. Pourquoi il faudrait, à défaut de cesser totalement la corruption, il faut que nous limitons la corruption au Bénin. Nous sommes passés partout pour expliquer. Malheureusement, ça n'a pas pris. Et nous voyons que des gens sont encore en train d'agir contre vous voyez là où va Jean-Baptiste Elias. Jean-Baptiste Elias, alors, qu'est-ce qui fait la différence par rapport aux autres pays africains qui ont un bon modèle, un bon résultat? Et d'ailleurs, quel est le pays en Afrique qui caracole, qui est le premier, en tout cas, qui vient en tête? Qui vient en tête pour l'Afrique? C'est les Seychelles. Les îles Seychelles. Oui. Ensuite, le Botswana. Ils sont pas trop là-bas. Ils sont pas trop, ils sont à peu près 90 000 seulement personnes. Oui. Il y a le Botswana qui vient en deuxième position. Il n'y a pas de gros dossiers, de gros marchés là-bas. Ah ben non. Les Seychelles ont ce que nous appelons une surface bancaire énorme. Il y a beaucoup de structures bancaires aux Seychelles. Ils ne sont pas nombreux, comme vous l'avez dit, ils sont à peu près 90 000 personnes, c'est tout. Toute la population du Bénin fait à peu près un quartier de Cotonou. Ben, c'est comme ça. Donc, l'île Maurice vient en troisième position. L'île Maurice, comme ils se complaisent à le dire, j'ai été plusieurs fois travailler avec eux là-bas, ils disent que nous sommes 1,2 200 000 habitants. Bon, ils travaillent. Ensuite, il y a le Rwanda, qui passe avant nous. Au niveau de la corruption? Ben, oui. Le Rwanda est classé parmi les meilleurs qui luttent contre la corruption. Il y a donc le Sénégal qui passe avant nous. Il y a le Ghana qui passe avant nous. Il y a le Cap-Vert qui passe avant nous. Voilà autant de pays. Puisque vous voulez savoir, pour l'Afrique, quels sont les autres pays qui sont passés avant nous, dans le classement, bien entendu. Nous parlons du classement et que font-ils, Transparence internationale. Pour se différencier de nous? C'est les trois choses. Oui. D'abord, le respect du bien public. Ensuite, le respect des tests et l'application des tests. Enfin, je ne vais pas prendre ce qui ne m'appartient pas. Et si je prends ce qui ne m'appartient pas, on doit me sanctionner. Ces trois choses-là, il faudrait les répéter tous les jours à tous les agents publics au Bénin. Une fois qu'on va respecter ces trois choses, nous allons faire un bond qualitatif en matière de lutte contre la corruption. À quel niveau avez-vous l'impression que nous ne travaillons pas suffisamment, parlant de ces trois éléments? La société civile et les autres organisations ont quand même travaillé à la sensibilisation. Nous avons beaucoup fait en matière de sensibilisation. Comme on le dit souvent, le bois dur, pour le redresser, c'est difficile. Hélas, le Bénin et les Béninois avaient pris des habitudes qui vont dans un sens négatif et qu'il faut faire en sorte qu'on doit pouvoir corriger. Hélas, cette correction met du temps à venir parce que les habitudes étant ancrées, tenez-vous bien, et même les familles parfois poussent
leurs enfants à faire ce qu'on ne doit pas faire. On te dit, tiens, regarde, lui là, il vient de commencer, il est douanier, il a fait ci, il a fait ça. Toi, tu es là depuis longtemps, depuis des années, tu n'as rien fait. Et tu es pourtant directeur. Ah, on commence par poser des questions. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a? Etc. Bref, des comportements de ce genre de la part des membres de la famille poussent parfois des responsables à agir contre leur volonté. C'est dommage, mais c'est ça. Une triste réalité. On fait cette émission à un moment où, tristement, les Béninois découvrent un dossier qui leur couvre le souffle. À un moment où s'offrir, il paraît, un repas par jour est difficile. Sur ce plateau, le président de l'Association pour la défense des droits des consommateurs a martelé que c'est compliqué pour les Béninois de s'offrir un repas par jour. On a entendu dire qu'il fallait des dotations allant jusqu'à 34 millions de francs CFA. Le dossier ANAT, pour ne pas le nommer. Qu'est-ce que vous en dites? Inconnu du FONAC, ce dossier? Non, non, le dossier de l'ANAT est connu du FONAC. Pas dans le fond, mais il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui ne va pas. En effet, ce dossier-là, le FONAC a été saisi pour aller faire des investigations à l'ANAT. Nous avons eu 2 saisines. La première saisine, le 17 décembre 2020, le FONAC a saisi le ministre des infrastructures et des transports pour aller faire des investigations au niveau de l'annexe Ouémé Plateau à Porto-Novo de l'ANAT. Après des soupçons? Oui. Après des soupçons que vous avez reçus? Après des éléments que nous avons reçus. Et nous sommes partis, le ministre a accepté. Et nous sommes partis faire les investigations là-bas à Porto-Novo. Le chef d'agence, le directeur général de l'ANAT, lui-même s'est déplacé pour arriver. Et le ministre a envoyé son secrétaire général adjoint du ministère des infrastructures et des transports. Le travail a été fait sur 2 plans. Le premier plan, c'est ce que, hélas, nous constatons dans la corruption pour la délivrance des permis de conduire. 2017. Nous avons... 2017, dites-vous. Non. Quel 2017? Je vous parle de 2020, là, l'année dernière, en décembre. Hein? En décembre, le 17 décembre 2020. Nous sommes partis à Porto-Novo pour aller scruter un dossier concernant la corruption au niveau des permis de conduire. Ce travail a été fait. Le ministre avait envoyé donc un représentant qui a dû lui faire le compte rendu et on a donné les conseils nécessaires pour que les choses changent positivement. Puis, nous en étions là, toujours sur Porto-Novo. Nous avons appris qu'il y avait des montants qui ont été versés pour les plaques d'immatriculation des motos. Le dossier a été traité, le directeur général était là, le représentant du ministre des infrastructures de transport était là aussi. On a fait le travail et on nous a montré que c'était les stagiaires qui ont fait ce que nous pouvons appeler l'indélicatesse d'agir. Et ils ont été pris, ils ont remboursé l'argent, l'argent est rentré dans les caisses de l'ANAT et nous avons fait des recommandations à l'ANAT pour que ça ne se reproduise plus. On ne peut pas prendre des stagiaires pour occuper des postes de ce genre et leur confier des dossiers importants. En somme, un dossier dont vous avez amplement connaissance. Oui. Prêt à nous en dire plus amplement? Oh ben, pas trop, parce que le second dossier, c'est justement ce qui concerne... Donc, ce qu'on va faire, on va vous prier de nous donner votre disponibilité. On se retrouvera pour en débattre. Donc, merci pour la compréhension. Chers téléspectateurs, pour ce numéro-ci, on va s'en arrêter là. Merci d'avoir été des nôtres.